Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez de modules avancés de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org, démocratique avec un K, démocratique.org. Nous sommes engagés publics. Bonjour tout le monde, bienvenue aux Engagés publics, c'est François Larouche au micro. Aujourd'hui, je vous présente mon entrevue avec la présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux. En passant, vous allez voir, il va y avoir 2 bons coups de vent au tout début de l'enregistrement. On s'excuse de la qualité audio, mais par la suite, c'est réglé pour l'ensemble de l'entrevue à ne pas manquer. Bonne écoute! Bonjour Gabrielle Lemieux. Bonjour François Larouche. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être aux Engagés publics. Oui, ça fait plaisir. Gabrielle, je commence toujours un peu nos entrevues avec ça. On veut découvrir les gens d'abord, les humains d'abord. Qui es-tu? Comment tu te décris? J'aime ça, 1h30. Ça sort des entrevues habituelles. Oui, c'est ça, 1h30. Je suis une jeune femme, maman, professionnelle dans le réseau de la santé et présidente. Tu t'impliques en plus? Oui. Exact. Donc, c'est ce que j'ai dû expliquer d'ailleurs la semaine passée quand j'ai dévoilé ma petite nouvelle sur la suite de mon engagement, c'est-à-dire que je vais rester jusqu'au terme de notre processus de modernisation de notre parti en novembre prochain. Mais par la suite, je vais devoir prendre du temps un petit peu pour moi, pour ma famille, pour mon travail. C'est vraiment une triple conciliation, là. Donc, est-ce que ça a été tough? Ça a été beaucoup de défis. Un peu plus que je le croyais, okay. mais quelque chose de tellement passionnant et excitant à la fois. Donc, l'adrénaline a toujours été là, ouais. le goût a toujours été là, la motivation. Donc, il y a plusieurs facettes à militer, je trouve, dans un parti politique, en tout cas au Parti québécois. Puis, il y a toutes les facettes de rencontrer les gens avec qui on travaille bénévolement pour la plupart, mais aussi avec, évidemment, l'équipe de députés, l'équipe à la permanence, tout ça. C'est une super de belle famille, puis on s'amuse tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a des défis, évidemment, que ça représente là, au niveau personnel. Oui, j'en doute pas. Bon, maintenant, tu es rendu là. Tu viens d'expliquer un peu où est-ce que tu en es dans ta vie, mais où est-ce que tout ça a commencé? Pourquoi tu t'es impliqué d'abord en politique? Ça retourne à il y a quand même plusieurs années, je dirais. Ma première implication, je dirais qu'elle était de nature sociale. Mm-hmm. C'était au cégep en 2004 et 5, je dirais, si ma mémoire est bonne, à l'époque où il y a eu les coupes dans les bourses, donc par le gouvernement libéral. C'est sûr que ça a été un moment intense d'apprentissage, je dirais, social et politique par le fait même. Ça a été très formateur. Très, très formateur. Rencontrer des gens, évidemment, s'éduquer, en quelque sorte, sur toutes les questions, les grandes questions de société, mais surtout celle-là, l'éducation, qui est quand même au centre, je pense, de beaucoup de nos débats sociaux et politiques. Puis c'est à ce moment-là qu'on m'a invité à participer à un premier exécutif du Parti québécois. C'était à Granby, dans le comté de Shefford à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Qui t'avait approché? Comment ça s'est déroulé? C'était un autre étudiant au cégep, en fait, qui siégeait déjà sur un exécutif local, justement de Shefford, pour le Parti québécois. Et on s'est rencontrés dans le cadre des manifestations puis de toutes les activités qu'on organisait pour la grève étudiante qui avait lieu à l'époque. Et c'est là que je me suis présentée pour la première fois à l'exécutif. Puis on m'a élu, il y avait un espace à combler, donc on m'a élu. J'étais responsable de la condition féminine, quelque chose comme ça, un poste qui n'existe plus. On l'a aboli quelques mois plus tard au congrès de 2005. Parce qu'on trouvait ça, comme parti, on trouvait que réserver un poste pour une femme par exécutif, ça faisait comme un petit peu on est loin de la parité. On était assez loin de la parité. Fait que là, on se disait, bon, est-ce que ça donne pas plutôt l'impression qu'une femme, c'est suffisant, puis on arrête, puis on cesse nos efforts de recrutement de femmes. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais représentante jeune sur l'exécutif de Shefford. J'étais intéressé par le pont qui s'est fait entre ta présence dans une activité sur l'éducation. Le sujet, dans le fond, c'est les coupures en éducation. Puis d'aller vers un parti politique, c'est quoi le lien entre il se passe quelque chose en éducation et on doit passer par un parti politique? Pourquoi tu irais dans un parti alors?
Oui, ben en fait, comme je disais, je pense que la grève étudiante de 2005 a été une occasion de s'intéresser à des débats sociaux importants, dont celui sur l'éducation. Mais en fait, je pense que ça l'a aussi réveillé en moi quelque chose qui était latent, c'est-à-dire un séparatisme en bonne et due forme, vraiment, parce que depuis, en fait, plusieurs années, j'avais déjà ça en moi sans peut-être vraiment m'en rendre compte. Intéressant. Comme si ça allait de soi. Donc, je pense qu'au fil des cours aussi du secondaire, je sais que je suis pas la seule non plus à avoir été sensibilisée dans l'histoire du Québec et du Canada, le cours d'histoire de secondaire 4. À cette réalité-là, dont mes parents m'avaient évidemment parlé aussi. Bon, je viens quand même d'une famille assez politique, bien que divisée sur la question nationale. Donc, je pense que ça a réveillé ça en moi. Bon, c'est sûr que la mobilisation, c'est une mobilisation qui était pour l'éducation, qui est une valeur aussi très proche du Parti québécois. Je pense que quand on parle d'éducation, au Parti québécois, on parle d'un projet d'éducation nationale, donc évidemment pour l'épanouissement collectif de la nation. Donc, ça prend un peu un autre sens aussi, peut-être une autre importance que dans d'autres partis politiques pour cette raison. C'était naturel pour toi d'aller dans un parti politique, en plus le Parti québécois, pour faire avancer tes valeurs en éducation. Tu t'es découvert d'autres valeurs aussi, donc pour toi, c'était un moyen de faire avancer ces valeurs-là. Oui, tout à fait. Puis évidemment, d'autres enjeux aussi. Puis on l'a vu dans les années qui suivaient, là, avec ce qu'on appelait la réingénierie de l'État à l'époque de Jean Charest. Donc, beaucoup d'enjeux sociaux, beaucoup de coupes dans les services. C'était des débats, en fait, qui ont continué malheureusement pendant près d'une quinzaine d'années, comme on l'a vu. Donc, c'est sûr que ça a réveillé, je pense, beaucoup de choses en moi. Mais encore là, je reviendrai vraiment à ce sentiment, je crois, qui m'habitait dès mon très jeune âge, en fait, d'une certaine injustice dans le régime fédéral actuel, une certaine incompréhension, on va commencer par ça, là, une certaine incompréhension quand on grandit puis on apprend dans quel type de système on vit. Puis, donc, ça a vraiment toujours été le moteur de mon implication au Parti québécois, mais c'est cohérent, en fait, avec toutes mes valeurs, donc c'est pour ça que ça me convient bien, puis j'ai jamais remis en question mon implication au Parti québécois. C'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est un parti politique qui me rejoint beaucoup et ça me fait grand plaisir d'avoir pu en être la présidente pendant près de 2 ans maintenant et plus de 2 ans en novembre quand je vais quitter. Ça passe vite. Oui, très vite, très vite. Pourquoi tu t'es engagé aussi? Est-ce qu'il y avait d'autres sujets, valeurs qui te tenaient à cœur? Ou c'était principalement pour l'indépendance? Est-ce que tu avais pour toi une priorité? Bien, je pense que c'est toute la question de la qualité de vie, des services publics, puis des choix de société importants qu'on fait, de modèles socio-économiques, je dirais, comme nation, comme peuple, d'avoir une vision de développement social et économique qui est cohérente et qui, à mon avis, est vraiment gagnant-gagnant pour la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Et qui, d'ailleurs, aussi serait beaucoup mieux porté, beaucoup plus facile à mettre en place si on était un pays plutôt qu'une province, à mon avis. Fait que l'ensemble de tout ça, les causes d'injustice, d'inégalité sociale, que ce soit par le genre, l'orientation sexuelle ou autre, nos tout-petits aussi, c'est tout un combat qu'on doit continuer à mener. Je crois qu'on doit jamais les oublier. Ils n'ont pas de voix, hein. Les 0-5 ans là, dans la politique sont pas là. C'est à nous de porter leur voix. Je sais que ça fait un peu drôle de dire ça comme ça, mais ça m'a toujours touchée de me dire, comme Québec, province malheureusement, mais bon, comme pays, on en fera encore plus, mais on peut en faire beaucoup quand même pour nos tout-petits, puis le Parti québécois en a fait beaucoup, fait que je pense que ça m'a naturellement aussi attiré là, vers ce parti-là. Mais est-ce que ta vision de la politique a changé quand tu es devenue maman, quand même? Ça, c'est une bonne question. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un service de garde. En fait, c'était un boulot étudiant que je faisais comme éducatrice. Il y a toujours un ratio d'éducatrices formées avec le DEC collégial, puis un ratio que les gens peuvent accepter à temps partiel ou autre qui sont non formés. Fait que j'étais une éducatrice non qualifiée dans un service de garde. Et c'est drôle, hein, mais c'était vraiment ça. Mais ça m'a donné... J'ai tellement aimé cette expérience-là. Ça m'a vraiment donné un environnement que j'ai appris à connaître puis appris à adorer finalement. Je pense que ça m'a déjà beaucoup
ça m'a déjà beaucoup amené à me poser des questions justement sur la qualité des services de garde, sur tout le modèle en fait qui est disponible au Québec pour nos tout-petits. Fait que je pense que ça a commencé déjà un peu à m'allumer à ce moment-là. C'est sûr que d'avoir un jeune enfant, ça fait voir les choses autrement, ça nous fait découvrir aussi comment fonctionne le système du point de vue d'un parent, donc comment fonctionne le système de la santé, un peu mieux que ce que je savais déjà aussi, mais du point de vue de l'utilisateur cette fois-ci. Comment fonctionnent tous les réseaux, justement, les services de garde, du point de vue des parents, comment on voit ça. Fait que ça nous amène à être sensibilisés peut-être à des enjeux différents, mais je pense que c'est selon les mêmes valeurs quand même, selon les mêmes principes qui m'habitaient déjà. Puis tu as parlé de justice avant. C'est quoi cette justice pour toi? C'est une justice sociale, économique? Est-ce qu'il y a des aspects de cette justice-là qui te tiennent plus à cœur, comme, je sais pas, l'équité salariale, d'autres choses? Bien, c'est une notion, la justice, qui est assez universelle. Et je pense que quand on regarde, par exemple, notre fondateur, René Lévesque, une des choses qu'on lui reconnaît beaucoup, c'était vraiment c'est drôle de le dire comme ça, mais c'est sa capacité de s'indigner ou de ne pas tolérer l'injustice. Donc, son intolérance face aux injustices. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui a habité le Parti québécois et qui l'habite encore aujourd'hui. Puis c'est assez transversal. Ça change peut-être d'année en année. Depuis quelques années, par exemple, on sensibilise beaucoup aux violences sexuelles qui ont pris plus de place dans le débat public. Il était temps, d'ailleurs, qu'on le fasse, ce débat-là, qu'on fasse plus de place à ces questions-là. C'en est un exemple, mais ça peut être aussi la crise climatique, donc la justice intergénérationnelle aussi, qui est un élément, je pense, qui nous guide beaucoup aussi, qui nous guide au Parti québécois, puis qui fait en sorte qu'on a un programme en matière de lutte à la crise climatique qui est quand même ambitieux. Donc, c'est toutes ces choses-là, mais je pense qu'il faut s'adapter au fil du temps, puis reconnaître les injustices là où elles sont, puis essayer de proposer des solutions concrètes pour y faire face, pour les surmonter, puis les éliminer dans la mesure du possible. Oui, absolument. Ouais. Un pays, là, t'en as parlé un peu, mais un pays, qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne beaucoup de choses. Premièrement, je crois que ça nous redonnerait une fierté, une plus grande fierté que celle qui nous habite présentement, de par toute l'histoire qu'on a vécue, mais encore aujourd'hui, la façon que les débats sont faits, la façon le traitement qu'on nous réserve même à l'extérieur du Québec, dans le Canada anglais, toutes ces choses-là qui sont présentes encore aujourd'hui, moi je trouve que il faut mettre fin à ça. Il faut clairement rompre avec cette dynamique-là, puis il faut s'assumer pleinement, se réconcilier avec qui on est pour être vraiment fier de qui on est comme Québécois et comme Québécoises. D'ailleurs, c'est sûr qu'avec la fête nationale qui a eu lieu quelques jours, je pense que ça l'a suscité une belle vague, si on se fie par exemple aux réseaux sociaux puis aux médias, de témoignages que j'ai trouvé vraiment touchants en ce sens-là. Puis vraiment, en tout cas, je pense que ce serait le premier défi auquel on fait face quand on parle d'un pays du Québec. Puis là, évidemment, Est-ce qu'on peut pas avoir cette fierté-là dans le Canada? Ou... Non, on peut pas. OK, pourquoi? On peut pas. À tous les jours, subtilement, des fois, d'autres fois pas très subtilement, on nous dit qu'on a de quoi avoir honte d'être Québécois ou d'être Québécoise. Puis ça, je le prends pas. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit refuser. Je crois qu'on doit... Notre langue, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est une belle langue. On est les seuls francophones en Amérique du Nord. C'est quelque chose dont on devrait être fiers. On a pris certains moyens jusqu'à date pour s'assurer de la protéger, de la promouvoir. Mais il manque juste ce bout-là de la vivre tous les jours de façon très fière et assumée, que je trouve que ça nous libérerait, même individuellement comme Québécois et comme Québécoises, de pouvoir dire que notre pays francophone existe, on en fait partie puis on en est fiers. Ça fait qu'il y a un aspect culturel très important pour toi dans cette fierté-là. Tout à fait. Tout à fait. Un aspect culturel, un aspect identitaire aussi. C'est à cette identité-là qu'on s'attache, qu'on soit né ici ou non, qu'on soit venu d'ailleurs. Quand on a les deux pieds ici puis qu'on choisit de vivre au Québec, en français, notamment comme langue commune, c'est le choix qu'on fait pour s'assumer comme Québécois, comme Québécoise. Mais c'est très difficile dans un cadre où
Le fédéral prend plus que la moitié de nos décisions, envahit même nos champs de compétences qui sont censés être reconnus pourtant dans la Constitution. Fait qu'il y a cette hypocrisie-là qui dure depuis trop longtemps. Puis moi, je pense pas qu'un système comme ça peut nous permettre, comme peuple, de s'épanouir ni individuellement, ni collectivement, de façon saine, de façon de s'épanouir tout court, en fait. Oui, tout simplement. Ouais. Es-tu quand même contente de voir au pouvoir un gouvernement qui se dit nationaliste, qui a déjà fait certains gestes qu'on peut qualifier de nationalistes, même si c'est encore dans le Canada? Est-ce que tu reconnais une part de Quand on compare au gouvernement précédent, peut qu'on faire pire? c'est sûr qu'on peut se réjouir partiellement. Tu t'en vas, là, c'est pas grave. C'est sûr. C'est pas grave. Donc, non, vraiment, je pense qu'il y a des choses qui sont faites, des gestes qui ont été posés déjà dont on peut se réjouir. Ouais. C'est mieux, mais on peut aller plus loin. Ouais. Je le disais d'ailleurs la semaine passée que oui, le nationalisme, c'est bien, mais l'indépendance, c'est mieux. C'est aller jusqu'au bout de cette logique-là, en fait, de vouloir que notre nation soit libre, fasse ses propres choix, puis soit fière d'elle, comme je le disais tout à l'heure. Puis moi, ça, je le vois pas, ce discours-là, nécessairement présent à la CAQ, dans le sens où c'est assumé, puis où on sent aussi qu'on est prêt à aller au bout de cette logique-là. C'est-à-dire que, par exemple, quand le gouvernement de la CAQ, en début d'année, a tenté d'aller chercher des pouvoirs ou en tout cas d'entamer même juste un dialogue avec le fédéral sur peut-être avoir des pouvoirs supplémentaires, par exemple en immigration, on s'est fait dire non automatiquement. C'est un refus catégorique qu'on reçoit à peu près à chaque fois. Il n'y a pas eu de suivi. Et là, c'est quoi la suite à ça? Bien, on peut se poser la question, c'est quoi le plan? À partir du moment où on constate les limites du régime, je pense qu'il faut aller plus loin dans notre réflexion puis se dire, ben, il y a peut-être une étape supplémentaire à faire. D'ailleurs, ça enlève aussi tout le rapport de force du gouvernement actuel de dire qu'ils vont jamais faire un référendum, de dire qu'ils vont jamais aller plus loin. C'est ce que François Legault a dit en pleine campagne électorale, là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gestes qui sont bien, mais dans l'ensemble de la vision pour le Québec puis pour la nation québécoise, moi, je trouve pas que c'est cohérent. Je trouve pas que c'est suffisant, surtout. Puis, j'aspire à beaucoup plus pour mon peuple. Penses-tu qu'il y a des gens qui pourraient prendre goût et s'habituer à cette fierté ou à quelque chose de plus nationaliste et peut-être vouloir aller vers... Je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est réjouissant pour plusieurs personnes au Québec, donc pour une majorité de Québécois. Je pense que c'est agréable, c'est même soulageant après 15 années d'antinationalisme à la limite, là, des libéraux. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu autre chose que les libéraux. Exactement. Alors, c'est rafraîchissant jusqu'à un certain point. Ça fait même pas un an, donc c'est sûr que tout ça existe, puis on le conçoit. On a même appuyé le gouvernement sur certaines initiatives qu'on jugeait intéressantes. Mais encore là, les limites vont se retrouver devant nous très rapidement, à mon avis, parce que ce n'est pas une vision qui va jusqu'au bout de cette logique-là, d'aspirer à l'autodétermination de notre peuple. Donc, je vois pas comment on pourrait se satisfaire de cette situation-là, d'autant plus que les noms, encore une fois, vont nous revenir à l'appel, puis on n'aura pas d'outils ou de moyens pour ça. Puis, c'est les noms catégoriques d'Ottawa, c'est cette hypocrisie-là dans la Constitution, dans ce grand pays qui est censé être bilingue, mais qu'on se rend compte que la langue française, c'est plutôt un mal nécessaire en quelque part, ou même voir quelque chose qu'on dit qu'on protège, mais qu'en réalité, c'est pas fait, là. Puis là, je parle même de minorités francophones à l'extérieur du Québec. Fait que c'est tous ces éléments-là. Moi, je pense que si, du côté fédéraliste, si on renversait le fardeau de la preuve, si leur option était une réelle option intéressante pour le Québec et pour les Québécois, pour notre culture, notre langue, il n'y aurait pas cette hypocrisie-là. Ils n'essaieraient pas de cacher la réalité. Ils ne seraient pas dans une position où ils annonceraient des mesures qu'en fait, ils mettent pas en œuvre, ils mettent pas en place. C'est un peu un leurre à ce niveau-là, moi, je trouve. Puis à chaque élection fédérale, on le voit, là. Alors, puis d'ailleurs, on va suivre attentivement la prochaine campagne fédérale qui va se dérouler dans les prochaines semaines puis les prochains mois. Mais je pense que ça va nous révéler encore plus d'hypocrisie de ce type-là. Tu t'en vas pas pour te présenter au Bloc? Non. Ça va? Non, je vais les suivre de près. C'est nos amis au Bloc québécois, puis notre congrès arrive pas longtemps après, fait qu'on va essayer de bien arrimer le tout. Mais non, je vais pas me lancer d'une carrière à l'autre politique. Là, c'est vraiment pour prendre du temps pour moi. Parce que tu as encore beaucoup de travail à faire au Parti québécois. Puis, oui. Je voulais t'en parler aujourd'hui. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. C'est quoi cette démarche que vous avez amorcée, cette démarche de relance du Parti québécois?
Oui, alors c'est ce que je voulais te parler aussi aujourd'hui, surtout d'abord et avant tout. C'est ça en fait, c'est qu'on a entamé cette démarche-là après notre Conseil national du mois de mars dernier, après quelques mois de réflexion puis de planification au niveau du parti là, depuis l'élection du 1er octobre. Et on a vraiment, unanimement au Conseil national adopté un plan de match qui va nous amener à un congrès extraordinaire en novembre prochain pour moderniser notre parti, puis pour adopter un nouveau texte fondateur très court. Donc, c'est 2 chantiers qu'on a mis en œuvre dès le mois de mars dernier, qui ont commencé avec différentes formes de consultations qu'on a mis en œuvre, des consultations en personne. Donc, on a parcouru le Québec déjà pas mal. Ça va se terminer probablement à début mi-juillet, les dernières rencontres. Donc, des centaines de personnes partout au Québec. Je pense qu'on a dépassé le 1000 d'ailleurs, qui se sont présentés. Des membres, des non-membres aussi, qui ont pu venir discuter de leur vision du Québec, de leurs valeurs les plus chères, de ce que devraient être les priorités du Parti québécois en termes de vision pour le Québec. Et aussi de notre parti, comment il fonctionne, comment il devrait peut-être fonctionner, c'est quoi les attentes des gens envers un parti politique comme le Parti québécois, parce qu'on pensait que c'était très important de ne pas répéter des erreurs du passé, de faire une démarche vraiment sans tabou, et c'était la démarche nécessaire pour le faire. Et l'autre forme de consultation là, principale, c'est un questionnaire en ligne où on est rendu avec environ 4000 répondants en à peu près 2 semaines et demie. On peut toujours répondre au questionnaire? Tout à fait, oui. Donc, pq.org, /questionnaire. Okay. Donc, c'est encore disponible. Puis, des questions encore là très franches, très directes sur le parti, nos forces, nos faiblesses. Il n'y a pas de tabou, puis on veut vraiment que les gens participent en grand nombre. On a d'ailleurs déjà compilé quelques statistiques sur les participants, pas sur les résultats, mais surtout sur les participants pour voir qu'en fait, il y a beaucoup de non-membres aussi, des gens même qui n'ont jamais voté pour le parti, qui sont venus y répondre. Donc, on est pas mal curieux. Oui, on est très contents jusqu'à date, puis on va surtout avoir très, très hâte de voir les résultats. Les résultats du sondage s'imbriquent comment dans tout le processus? Tous les résultats, dans le fond, des consultations, que ce soit en personne, que ce soit le questionnaire, parce qu'il y a aussi, c'est documenté là, au niveau des consultations en personne également. On reprend tout ça à la fin des exercices, puis on compile. Alors, tout ça va alimenter le processus des 2 chantiers. Il y a des comités pour chacun des chantiers qui amassent tout ça, qui l'intègrent à leur réflexion, qui ont aussi fait d'autres travaux en parallèle, des revues littérature, des discussions avec des gens d'autres partis politiques, de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans d'autres partis politiques, au niveau de leur fonctionnement, au niveau de comment ils se sont réformés et modernisés. On regarde beaucoup ça aussi. Fait que tout ça vient ensemble, va donner lieu en septembre à 2 produits, si on veut, là, un pour chaque chantier, le texte fondateur sur lequel on va se prononcer au Congrès, puis une réforme du fonctionnement du Parti québécois. Ce texte fondateur-là, en français simple, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça vous engage à quoi? Ça va-tu vous forcer, vous obliger de faire des choses? Ça vous libère-tu de choses? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Le but premier de ce texte-là, c'est de faire un exercice sans précédent, de bien prioriser et clarifier notre vision du Québec, nos valeurs puis nos principes qui sont les plus importants pour nous. Alors, un défaut qu'on a remarqué qu'on avait au Parti québécois, et on l'avait nommé, mais on n'a jamais vraiment Tu m'enlèves une question, mais vas-y. Moi, je me lance là-dedans parce que c'est le but de la démarche. Hein? On répond, on ferait pas ça si on n'avait pas constaté des choses qui étaient assez claires en ce sens-là. Là. Puis ça, vraiment, il y a quand même une ligne directrice. Fait qu'on a décidé que c'est là que c'est le temps de le faire. Donc, c'est de se doter d'un court texte qui porte vraiment sur le fondamental, finalement. Puis, sur lequel on va être forcé comme parti de s'entendre, qui va aussi permettre à la population, à mon avis, de voir de quoi on est fait, en quelque sorte. Là. Vraiment, c'est quoi qu'on a dans le cœur puis dans la tête de plus important. Ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas non plus une plateforme électorale. Donc, ça remplace pas un programme ou une plateforme qu'on peut proposer ensuite lors d'une élection, par exemple, comme programme de gouvernement ou comme programme de parti là, qui peut aller pas dans les fins dans des mesures, exactement, dans des mesures qu'on mettrait en place comme gouvernement. Mais c'est vraiment, encore une fois, dans le fondamental. Fait que je pense que ça va être un bel exercice, autant dans la forme que dans le résultat qu'on va avoir. OK. Mais là, si Jean Charest se présente à la chefferie, est-ce qu'il va pouvoir changer ça ou faire fi de ça? Bien, c'est un autre bon point que tu amènes parce que une décision importante, vraiment pas anodine, qu'on a prise dans le cadre de cette démarche-ci,
puis c'est la première fois qu'on le faisait comme parti, c'est de mettre de l'avant un processus comme celui-là avant une course à la chefferie. Puis pourquoi c'est pas anodin? C'est parce qu'en fait, on voulait faire rupture avec l'espèce d'attente d'une personne, un peu un sauveur qui pourrait venir à elle ou à lui seul nous donner la réponse à toutes nos questions, puis à tous nos problèmes, puis nous réorienter vers la victoire, là, un peu miraculeusement. Nous, on s'est dit non, il faut arrêter de croire à ça. Il y a des choses qu'on doit changer qui sont dans comment nous, comme parti, puis même comme militants, comment on agit. Il y a des décisions qu'on a prises, il y a des agissements qu'on a eus. On doit trouver des moyens, on doit se donner des outils pour être capable de moderniser le parti puis comment on fonctionne. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est un exercice qui mobilise très largement. Et je dirais qu'en fait, on pourrait dire la même chose d'une course à la chefferie, puis ça sera le cas quand on va être rendu à cette étape-là, qui va venir plutôt au printemps 2020. Mais le faire sans chef, c'est quand même symbolique parce que comme militant, et moi je me mets là, dans cette catégorie-là, comme tout le monde, comme des dizaines de milliers de militants au Parti québécois, ça nous responsabilise, ça nous engage à prendre en charge cette démarche-là, puis cette réflexion-là. Puis c'est pas toujours facile de voir comment on peut mettre fin à certains comportements ou à certains réflexes qu'on a eus, mais je pense qu'on va y arriver dans le cadre de la démarche qu'on s'est donnée finalement. Quelqu'un qui va se présenter à la chefferie va savoir dans quoi il s'embarque, dans quoi il s'engage, et il devra accepter cette charte des valeurs. Ben, en fait, je dirais que c'est vrai que les médias ont beaucoup vu ça comme une façon d'attacher le chef. Okay. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme juste une étape préalable qui était nécessaire avant une course à la chefferie. C'était de mettre la maison en ordre, puis de pas compter sur une seule personne pour faire ça. Donc, en fait, moi, je vois ça comme un cadeau qu'on fait à un ou une future chef, d'avoir fait un petit peu de ménage, de s'être remis, de s'être relevé, de s'être un peu dépoussiéré, puis d'avoir fait une réflexion profonde, en fait, dans chacun de nous comme militants puis comme militantes, qui va nous permettre d'être prêts pour cette étape-là d'une course à la chefferie, qui, elle, va nous donner, évidemment, puis va nous enligner sur une vision pour le Québec beaucoup plus précise, beaucoup plus claire et orientée, qui va nous propulser vers l'élection de 2022. Donc, c'est vraiment une autre étape dans la relance du Parti québécois qui est très importante, mais avec une étape préalable qui était juste logiquement plus appropriée à faire avant une course à la chefferie, à notre avis. Comment la création du texte va s'opérationnaliser? Je veux dire, il y a tous ces congrès, ces rassemblements. Comment la sélection est faite? Comment on arrive à filtrer ou faire négocier toutes ces valeurs et ces opinions différentes de milliers de personnes que vous allez consulter à un simple texte? Mm-hmm. C'est pas un processus qui est simple, mais je dirais que la première réponse, non, c'est pas moi qui en est responsable. Là, je me verrais mal avoir tous ces dossiers-là en cours à moi tout seul, mais non, en fait, j'allais justement dire, la première réponse à cette question-là, c'est le leadership exceptionnel qui est exercé en ce moment par l'ensemble du Conseil exécutif national que je préside. Alors, je suis pas toute seule là-dedans, au contraire, là, puis d'ailleurs, je mentionne aussi au passage notre caucus, notre chef parlementaire qui sont vraiment engagés dans le processus, puis avec qui on a beaucoup de discussions ces jours-ci. Alors, il y a un leadership, par contre, qui s'est exercé dès le départ par le Conseil exécutif national, et nos deux comités de chantier sont coordonnés par des membres de l'exécutif national, et il y a vraiment un processus, puis sur ces comités-là, on implique des gens de vraiment divers horizons. Donc, il y a des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps comme militants. Il y a des gens qui sont, puisque c'est plus récent pour eux, le militantisme au Parti québécois, de diverses générations, de diverses régions, de divers profils, là, vraiment assez diversifiés, à la fois des députés, à la fois des militants bénévoles. Donc, des comités qui sont là pour réfléchir puis qui ont un mandat clair qui leur a été donné par l'exécutif national puis par le parti, en fait, lors du Conseil national dernier. Donc, je dirais, c'est les deux éléments de réponse. C'est vraiment le leadership qui est exercé. Donc, c'est pas un processus scientifique où on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Je vous le dis d'ailleurs très autant clairement. La population générale qu'aux membres actuels? C'est pas dans le sens où les 4000 réponses, par exemple, qu'on a dans notre questionnaire, c'est quelque chose d'hyper riche. On espère aller même peut-être jusqu'à 5000 d'ici la fin de l'exercice si on est capable, mais quoique l'été commence, hein, fait que des fois, on passe à d'autres choses, mais le but, c'est pas nécessairement d'être scientifique puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui va répondre aux 4000 demandes, aux 4000 préoccupations, ou tout ça, parce que c'est justement ça qu'on a fait dans le passé, mais c'est de dire c'est quoi les consensus les plus forts
Puis il y en a qui se dégagent quand on fait un exercice correctement, comme on le fait actuellement. Et les consensus les plus forts, les plus clairs, vont aller dans ces textes-là qu'on va adopter au Congrès national. Puis évidemment, le processus va aussi... donc, une fois qu'on fait ces propositions-là, en septembre, il y a tout un processus où il va y avoir des assemblées régionales là, partout au Québec, entre septembre et novembre, pour bonifier, amender les textes. Les approprier aussi jusqu'à un certain point. Et c'est au Congrès de novembre que les débats auront lieu finaux là, sur les textes qu'on va adopter. Il y a aussi, parallèlement à ça, tout un processus jeune aussi qui s'est démarré au lendemain du Conseil national du mois de mars dernier. Donc, les jeunes qui ont organisé d'ailleurs un colloque le 4 mai sur l'indépendance et qui organisent aussi un rassemblement le 17 août, donc dans un mois et demi à peine, pour justement mobiliser les jeunes plus spécifiquement, aller les consulter, aller chercher les consensus aussi à ce niveau-là, puis les inclure finalement dans notre processus de création de nos textes pour le Congrès. Parfait. On t'a dit tantôt que dans le fond, pour le formulaire, les gens qui sont intéressés, qui nous écoutent peuvent remplir le formulaire. Pour ce processus de consultation, est-ce qu'il est trop tard aussi? Où est-ce qu'on en est? Non, en fait, on peut aller, je crois, c'est pq.org/calendrier, si je me trompe pas. Du moins, cherchez calendrier, vous allez le trouver. Alors, c'est vraiment là où vous allez voir s'il y a des dates de café-rencontre près de chez vous dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est sûr qu'il y en a une majorité qui ont déjà été tenues, mais si jamais vous vous pointez là, dans une circonscription voisine, ce n'est pas du tout un enjeu. Là, on veut vraiment un maximum de participation. Avec là où est rendu le Parti québécois dans son histoire, pourquoi on appuierait encore le Parti québécois puis pourquoi on s'engagerait maintenant? Alors, ça, c'est deux très bonnes questions. Et ces deux questions distinctes, je vais y répondre dans l'ordre. La raison d'être du Parti québécois, c'est encore et toujours l'indépendance du Québec. Alors ça, c'est très clair. Ça n'a pas changé et ça ne va pas changer. Et notre démarche est vraiment centrée sur cette idée-là, que ça demeure notre raison d'être. C'est pourquoi le Parti québécois a été fondé et c'est pourquoi on va continuer à travailler. Alors, pourquoi quelqu'un viendrait se joindre à nous à notre époque maintenant, là, en ce moment, dans cette démarche-ci, à ce moment-ci, en fait, c'est justement de pouvoir participer à une certaine refondation, même si pour moi, ce terme-là n'est pas tout à fait approprié. Vous irez voir dans le dictionnaire pourquoi, mais c'est pas grave pour les fins de la discussion. C'est de participer à cette refondation-là. C'est un moment historique pour déterminer les éléments fondamentaux de l'avenir du parti, encore et toujours autour de ce concept-là et de ce projet de pays-là d'indépendance du Québec. Alors, c'est l'occasion de dire... Moi, je me reconnais dans le Parti québécois, mais il y a des années où je me suis peut-être un peu moins reconnue. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été proposées où je me reconnaissais un petit peu moins. Mais le fondamental, je pense que je m'y reconnais encore. Puis je pense que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Puis je pense que j'aimerais ça partager qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être indépendantiste? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi la fierté, la liberté de prendre nos décisions? Pourquoi ça m'intéresserait, moi? Pourquoi ça me toucherait comme citoyen ou comme citoyenne? Toutes les personnes qui se disent ça en ce moment, je pense, sont les bienvenues dans notre démarche parce que le but, c'est d'aller chercher toute cette rétroaction-là qui va nous permettre une modernisation de notre discours sur l'indépendance également. Parce que même si l'indépendance demeure notre raison d'être, on est bien conscient qu'il faut aussi adapter et moderniser le discours sur l'indépendance lui-même. Vous allez très loin quand même. Je sens que ça fait plusieurs fois que le Parti québécois, puis même quand j'étais là, moi je m'en cache pas aux engagés publics, les gens le savent, là, mais il y avait eu plusieurs processus de consultation, il a osé repenser, il y a les mousquetaires. On sent qu'il y a une honnêteté, en fait, cette fois-ci. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose de profond. Vous allez loin. Il y a quelque chose de très profond. C'est exactement ça, parce que les consultations qu'on a faites précédemment, d'ailleurs, on s'en inspire encore. Là. Dans la démarche actuelle, je ne l'ai pas mentionné tantôt, dans cette revue littérature-là, si on veut, ou cette revue de tout ce qui a pu se dire sur les termes qu'on explore, il y a toutes ces consultations-là qui se sont faites, puis on les oublie pas, puis on recommence pas à zéro, on les reprend. Mais elles n'étaient pas installées dans le même cadre que le cadre actuel qu'on a donné, c'est-à-dire de le faire avant une course à la chefferie. Alors, les consultations précédentes, souvent, étaient pilotées en quelque part par un chef. C'était souvent même un chef qui les voulait, qui mandatait finalement le parti de les conduire. Ça change quand même un petit peu la donne. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de dire que
on a répété certaines erreurs, ou du moins, on n'a pas permis au parti de se démarquer dans les élections précédentes, puis dans l'opinion publique, mais aussi dans la modernisation du discours, justement, sur l'indépendance. Okay. Et ça, il y a une raison pour ça. C'est pourquoi? Ben, c'est peut-être parce que, justement, on avait peut-être les bons constats dans les consultations précédentes, mais on n'est pas arrivé aux bonnes actions, puis aux bons changements. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'il n'y ait aucun tabou, faut que ce soit très, très large. Alors, tout est sur la table, sauf notre raison d'être, qui est l'indépendance. Puis c'est effectivement la première fois qu'on va ratisser aussi large, qu'on va poser des questions aussi franches, puis qu'on va s'orienter vers des types de changements qu'on n'aura jamais vus au parti, pour cette raison-là aussi. Il faut se donner les conditions gagnantes. C'est une façon de le dire, effectivement, mais moi, je dirais faut un nouveau Parti québécois. Carrément? Carrément. C'est comme ça qu'on l'a intitulé, d'ailleurs, cette démarche-là, une démarche vers un nouveau Parti québécois. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de penser complètement en dehors de la boîte, de faire un peu table rase. Non pas parce qu'on n'a pas des forces, non pas parce qu'on n'a pas des réalisations comme parti dont on peut être très, très fier. Mais la raison, puis là, je vais l'expliquer, la distinction entre refondation, par exemple, pour moi, puis un balado, nouveau Parti québécois. Tu peux prendre le temps que tu veux, tu peux sacrer si tu veux. Je sais que tu le feras pas, mais tu peux faire ce que tu veux. Je sais pas, peut-être plus tard. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'idée de dire que quand on regarde le terme refondation, on parle de repartir sur des nouvelles valeurs. Ouais. Pour nous, c'était pas ça l'enjeu. C'était pas les valeurs du Parti québécois qui sont pas les bonnes. On sait pas, je crois pas qu'on a erré de ce côté-là. Je pense qu'on a erré dans le sens où on s'est un peu éparpillé. On a peut-être manqué de cohérence à travers les différents ajustements, les différents propos puis propositions qu'on a pu faire. Puis c'est ça qu'il faut se donner une discipline peut-être comme parti aussi pour y arriver. Puis pour moi, de dire que c'est un nouveau Parti québécois, mais c'est de repartir avec des nouveaux outils qu'on n'aura jamais vus au Parti québécois, avec un texte fondateur, que c'est aussi une première là, de faire ça, et pour vraiment se donner un nouveau Parti québécois, mais sur les valeurs qui sont les nôtres depuis notre fondation il y a 50 ans. Ouais. Nouveau Parti québécois, juste pour clarifier, est-ce que ça veut dire nouveau branding, nouveau nom, nouveau logo? C'est une très bonne question. Donc, comme il n'y a pas de tabou, et comme tout est sur la table, on a posé la question et on va continuer à la poser, cette question-là, aux gens qui s'intéressent à notre modernisation. Donc, la marque de commerce, comme on l'appelle, mais bon, c'est pas un terme qui est toujours le bienvenu, puis je peux comprendre pourquoi en politique, là, parce que c'est pas ça notre... Je pense qu'une marque de commerce, ça accompagne tout le reste, mais c'est vraiment plus... ce qui doit accompagner le fondamental et non pas le remplacer. Mais c'est une question qu'on pose. Donc, on a hâte de voir les résultats. Nous, on a une réflexion aussi à ce sujet-là. Mais pour le moment, on est ouvert aux options. Puis on pense que ça doit se faire, par contre, dans l'ordre des choses. On ne fait pas ça sur un coin de table. Puis on ne fait pas ça, justement, sans avoir un fort consensus. Okay. Donc, si, advenant qu'il y a des changements qui s'avèrent être nécessaires, selon les constats, selon des experts aussi, selon des études sérieuses, tout ça doit aller ensemble. On pourra l'évaluer à ce moment-là, puis le soumettre peut-être au congrès de novembre, mais on n'est pas encore rendu là pour le moment. Parfait. Quelles sont tes attentes? Je sais que tu ne pourras pas donner des noms, je n'irai pas là, mais je le phraserais comme ça. Ça serait quoi tes attentes pour là ou le prochain chef du PQ? Ah, on n'est pas rendu là, effectivement. Je pense que tu as répondu à ta question. Non, vraiment, en fait, moi, j'en aurais personnellement que c'est pas ma place de les mettre sur la table nécessairement. Okay. Mais pour être honnête, je dirais même que d'ici novembre, ma propre idée de mes attentes serait pas faite. Parce que on est vraiment concentré sur ce processus-là pour moderniser le véhicule lui-même, qu'on veut encore une fois remettre en bon ordre, bien outillé, avec un bon check-up chez le mécanicien, là, vraiment solide, tu sais. Alors, un véhicule qui va tenir la route, qui va être solide, qui va être agile, qui va être flexible aussi. Puis après ça, on trouvera le chauffeur. Puis on trouvera le chauffeur, puis ce chauffeur-là est peut-être parmi nous, il l'est peut-être pas en ce moment, on le sait pas, mais moi, mon but comme présidente, puis là, ça sera pas mon mandat rendu là d'organiser la course à la chefferie, mais moi, j'ai toujours dit que notre démarche doit vraiment nous permettre d'aller chercher un maximum de candidats ou candidates de qualité pour la chefferie. Ça, c'est intéressant. Puis que le meilleur ou que la meilleure gagne, évidemment. Mais je pense que quelqu'un qui va être fier puis qui va porter évidemment les changements qui vont être proposés, qui vont être adoptés au congrès de novembre, ça va être évidemment un atout très, très, très important.
Bon, ben, je ferai pas mon Paul Arcand pour essayer de te coincer puis de te pousser à me donner des attentes, mais je vais plutôt aller vers du personnel et du professionnel implication, dans le sens où des fois on découvre la politique en la vivant à travers notre réalité. En devenant présidente, qu'est-ce que tu as appris sur la politique ou qu'est-ce que tu as appris sur le Parti québécois? Ça faisait comme des années que tu t'es impliqué au PQ, mais as-tu appris quand même quelque chose? Il aurait vraiment fallu faire une pré-entrevue, je pense. Une pré-entrevue de quelques heures pour que je me prépare comme il faut. C'est tellement des bonnes questions, mais tellement importantes aussi. Penser, on peut faire un blanc puis on apprend tellement dans un poste comme ça, c'est incroyable. Je pense que c'est une des affaires qui me rend un peu accro à la politique. Okay. D'ailleurs, je pense que c'est tout ce qu'on apprend. Qui est transposable d'ailleurs dans plein de secteurs de notre vie aussi, autant au travail que dans la famille. La gestion tout de son temps. Oui, c'est ça, la gestion des situations complexes, tout ça, les relations sociales, tout ça, l'organisation. Mais je pense que ce que j'apprends le plus, c'est vraiment sur les relations humaines, je dirais. C'est sur toute la diversité de personnalités qu'on peut rencontrer dans la vie, qui travaillent différemment, qui pensent différemment, qui ont des, dans notre cas, au Parti québécois, qui ont des valeurs puis des priorités qui sont semblables. On veut aller dans le même sens. Et qui ont des opinions fortes. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que moi, je crois que dans les dernières années, pas grâce à moi du tout, mais je pense qu'on a vécu, en tout cas au Parti québécois, quand même un changement au niveau de la culture politique. Moi, je dirais que, j'oserais le dire parce que c'est beaucoup moins le point sur la table, c'est beaucoup moins celui qui parle le plus fort, celui qui a les opinions les plus tranchées ou qui est capable le mieux de les exprimer de façon, tu sais, dans un grand discours, là. C'est de moins en moins comme ça. Il y a des discussions ouvertes, il y a des consensus qui sont recherchés, puis c'est pas facile. Moi, je pense que chercher des consensus, ça prend plus de temps et c'est très énergivore, mais ça amène des résultats drôlement plus intéressants. Fait que ça m'a amené à me forcer moi-même, en fait, à vivre ce changement-là dans la culture politique, puis à l'appliquer. Et encore une fois, en y mettant beaucoup plus d'énergie que j'aurais peut-être pensé y mettre, mais qui en a vraiment valu la peine. On est allé chercher l'unanimité au Conseil national sur notre plan d'action. Faut le faire quand même, là. On s'attendait pas à ça. Ouais. Il a fallu travailler fort. Que c'est... On est allé faire une tournée du Québec avant. On a rencontré les exécutifs régionaux partout au Québec. Il y a beaucoup de travail qui a été mis là-dedans, puis c'est un travail partagé d'ailleurs, encore une fois, par l'exécutif national, mais ça vaut drôlement la peine. Je pense que c'est dans ces moments-là que j'apprends le plus. Si on veut te suivre, est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors sur Twitter, j'ai Lemieux, si je me trompe pas, et ma page Facebook Gabrielle Lemieux, qui est une page publique, que je vais peut-être moins animer après novembre, parce que j'ai aussi ma vie personnelle. De bébé. Exact. C'est toujours ce dilemme, hein, est-ce qu'on met une photo de bébé ou pas sur une page publique? Mais d'ici le mois de novembre, c'est sûr que vous allez pouvoir me suivre, puis vous allez me revoir, c'est clair, parce que on aboutit là ces jours-ci, en fait, dans les prochaines semaines. Ouais. À des propositions qu'on va faire en vue du congrès, puis ça va être très, très, très excitant. Puis si on veut s'impliquer au Parti québécois? Ben ça, c'est facile. PQ.org, vous avez tous les moyens à la disposition, mais je dirais que en cette année sans tabou, il y a plein de façons de s'impliquer au Parti québécois. Puis tu sais, si vous voulez pas absolument prendre votre carte de membre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire plein d'autres choses dont on a déjà parlé, je répéterai pas, mais le questionnaire, les consultations, c'est ouvert aux membres et aux non-membres. Puis vraiment, activez-vous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des idées claires, des valeurs fortes là, que vous voulez manifester ou témoigner, des idées pour le nouveau Parti québécois, gênez-vous pas. Merci beaucoup, Gabrielle Lemieux, pour ton passage aux engagés publics. Merci à toi, François. À bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'était notre entrevue cette semaine avec Gabrielle Lemieux. Et comme on vous le dit à chaque fois, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube et engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. À la semaine prochaine!
45 minutes, il est 18h. Ah bon, mon Dieu, je t'avais promis 1 heure. Merci fait... de... Ouais, c'est ça, non, mais merci